Bonjour et bienvenue à Impact Pod. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby, et c'est Noël. Et ce Noël, notre pack va s'élargir. Ça fait un bon moment que je voulais faire un épisode sur l'idée de rugby solidaire. On a la chance d'avoir des invités, des interviews dans cette podcast avec des personnes connues et très souvent ils ont à côté quelque chose qui leur tient à cœur, une activité humanitaire ou sociale. Donc plutôt de faire un grand épisode sur le rugby solidaire, j'ai décidé de faire 7 mini-épisodes, on va dire, des épisodes plus courtes, mais dans laquelle chacun peut centrer sur une seule association, une action ou un sujet pour leur donner un peu plus de spotlight pour mieux les mettre en lumière. Donc ce Noël, dans ce mini-série Rugby Solidaire, nous allons à la rencontre de plein de personnes différentes pour découvrir leur association ou le sujet, pour mieux comprendre comment ils aident les autres. Et comment vous aussi, nos chers amis, nos chers écouteurs, comment vous pouvez les aider. Comme on dit aux States, Christmas is a time of giving and sharing, donc c'est un moment de donner et de partage. Et si vous ne le savez pas, les donations pour les associations sont en baisse depuis plusieurs années. Donc si vous cherchez un petit cadeau à 20 € pour un copain, vous pouvez penser plutôt à aider une association dans leur nom. Ou vous pouvez aussi donner de votre temps ou simplement partager cet épisode, tout ça, ça fait du bien. En tout cas, j'espère que ces épisodes vous plaisent. Si oui, dites-nous et donnez-nous des suggestions pour l'année prochaine, peut-être on peut le mettre sur le programme. Pack de potes, terrain 10. Allez, aujourd'hui, je suis très content d'être là avec Jeff Tordo, ancien talonneur pour l'équipe de France et capitaine aussi, avec 15 caps dans les débuts des années 90. Jeff, il est là pour nous parler de Pachamama. Comment tu vas, Jeff? À mon âge, je vais bien, je vieillis bien. Le rugby, justement, c'est un sport qui nous permet de bien vieillir et de garder la foi. Donc, tout va bien. J'ai du boulot, j'ai la santé. Donc, je fais partie des privilégiés. Superbe. Écoute, tu es là pour nous parler de ton association Pachamama. Est-ce que tu peux nous donner une introduction rapide, s'il te plaît? Tout à fait. Pachamama, on est situé sur Madagascar. Notre projet est ciblé sur les enfants. Le sport roi à Madagascar, c'est le rugby. Ça nous permet de rentrer en contact avec une jeunesse en difficulté. Et parallèlement à ça, on les emmène sur un terrain de rugby. À l'heure où je vous parle, depuis 2006, on a un noyau d'enfants, à peu près de 600 000 enfants sur des rotations depuis 2006, parce que les gamins, quand ils ont 14-15 ans, ils rentrent dans la vie active. Et nous, notre objectif, c'est de les faire revenir sur le terrain. On a un suivi sanitaire, un repas après chaque entraînement, et on les rescolarise. Et une fois qu'ils sont rescolarisés, on leur propose une formation dans le métier de la terre, parce qu'il y a 85% de la population malgache qui est agriculteur. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gamins que je te parle, ils gagnent entre 20 et 30 centimes d'euros par jour parce qu'ils savent ni lire ni écrire. Et c'est la petite main-d'œuvre. Donc voilà, avec une qualification dans le métier de la terre, ils peuvent rentrer dans le monde du travail et pouvoir gagner entre 40 et 50 euros. C'est le SMIC malgache. Donc tu vois, on est parti d'un ballon de rugby et on peut faire des belles choses. Et le premier impact qu'on a eu, paradoxalement, c'est chez les filles, par exemple. Depuis 2006, quand on a commencé notre projet, des gamines arrivaient pour jouer au rugby, parce que 40% de filles jouent au rugby à Madagascar, donc c'est vraiment impressionnant. Mais elles arrivaient avec des gamins dans le dos, et moi, le bon Vasa, le bon français, je pensais que c'était son frère, mais c'était son gamin, quoi. Et on s'est aperçu que depuis que les filles jouent au rugby dans notre centre, toute la génération, les nouvelles générations qui sont arrivées, elles sont mères de famille à 17-18 ans, elles ont passé 3-4 années de plus à l'école, savent lire, écrire correctement, et ça leur permet de trouver des petits jobs de substitution pour faire un complément de salaire du mari. Donc voilà, donc tu vois, on est parti d'un ballon de rugby qui est assez un peu macho dans l'ensemble. Et le premier impact, notre fierté, ça a été chez les filles. Donc voilà, on continue à travailler sur cet axe-là. Et après, on est sur le projet sur la capitale, projet rugby. Sur la capitale, on arrive à trouver de la formation ou dans l'agriculture ou dans d'autres formations parce que c'est la capitale. Mais après, on a notre projet en brousse où on est en train de sortir notre centre des métiers de la terre. Parce que, comme je te l'ai dit, 85% de la population malgache est agriculteur. Grâce au sport, on arrive à leur redonner la foi et l'envie de se bagarrer. Mais en brousse, si on doit faire monter les gamins à la capitale pour faire la formation, ça coûterait trop cher à l'association. Donc, depuis 5 ans en arrière, on est en train de sortir notre centre des métiers de la terre. Nous donnons accès, une fois que les enfants savent lire et écrire, de la formation, bien sûr, encadrée avec de l'excellence, avec des agronomes qui leur emmènent une culture alternative et surtout respectueuse de leur environnement, parce qu'actuellement, la culture sur broolis à Madagascar, c'est une catastrophe. Il faut savoir que Madagascar, c'est 1,5 fois la France, et il reste 22% de forêts primaires, voire secondaires. Le reste, c'est un caillou, parce qu'ils font la culture sur broolis pour enrichir les sols avec les cendres pour faire des sels minéraux. Malheureusement, c'est un pays tropical. Il y a des pluies diluviennes, ça draine les sols, et il vient cette latérite, cette terre rouge, il n'y a plus rien qui pousse. De latérite part dans les rivières, part
dans les deltas, part sur les barrières de corail. Donc, tu vois, écologiquement, c'est une catastrophe. Hmm. Donc, aujourd'hui, quand tu discutes avec eux, tu dis, Jeff, en meurt de faim, qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis, je viens brûler avec vous. Et nous, on leur a dit, mais si on vous apprend des alternatives, qu'est-ce que tu fais? Ben, grossièrement, on nous a dit, apprenez-nous des alternatives. Et alors, je te parle, sur notre centre de métier de la terre, on a déjà 25 agriculteurs, agricultures qui sont en formation depuis pas mal d'années. Sur notre terrain, on a justement fait pas que de la monoculture, que du riz. On leur a appris à diversifier leur culture. Dans les épices, on a de la cannelle, on a la vanille, on a de la béros. Et ce qu'on leur apprend aussi, c'est faire une valeur ajoutée sur ce produit-là pour que les retombées économiques leur reviennent à eux. Parce que les trois quarts du temps, ils font le plus dur. Après, c'est vendu à droite, à gauche, mais la valeur ajoutée ne revient pas à eux. Donc, on s'attache aussi à faire ça. Et on a un gros projet aussi de reboisement. On s'est lancé aussi un défi pour la Coupe du Monde de rugby. On a lancé l'association Talonneur de cœur. Comme tu l'as souligné, j'étais talonneur. À l'heure où je te parle, l'année dernière, et on continue encore aujourd'hui, on fait de la balle ovale en France du côté de Bergerac. Et avec main à la pâte, avec une association où il y a des agronomes qui travaillent sur l'écologie. On intervient sur le terrain pour leur faire de la balle ovale. On intervient dans les classes pour leur expliquer ce que c'est un bilan carbone. On les emmène dans la forêt pour leur montrer ce que c'est un bilan carbone et l'impact que ça a un arbre sur la biodiversité, sur la richesse du terrain. Et nous, on leur a donné un défi, c'est de calculer le bilan carbone des 20 équipes qui sont venues discuter la Coupe du Monde en France. Et alors, je te parle, ça a été fait. On a travaillé avec des process de l'ADEME, donc des process qui tiennent la route, c'est pas du farfelu. Et parallèlement à ça, nous, avec les talonneurs de cœur, on s'est engagé à communiquer sur notre projet. Et en 2000, la prochaine Coupe du Monde en Australie, dire voilà, nous, le rugby français, que ce soit les joueurs, les supporters, les écoles de rugby, on s'est lancé le défi de planter 1 million d'arbres pour gommer le bilan carbone des 20 équipes qui sont venues discuter la Coupe du Monde en France. Donc voilà, ça c'est un gros défi. Incroyable. C'est pour ça que sur le terrain, à l'heure où je te parle, on a bien sûr, sur le coup d'envoi de la Coupe du Monde, on a lancé notre projet. Et sur le coup d'envoi, ben, on a déjà lancé notre pépinière. Aujourd'hui, on est fiers parce qu'il faut savoir qu'on travaille sur une forêt nourricière. Parce qu'aujourd'hui, un malgache, si tu fais une forêt classique comme en France que du pin, la monoculture, au bout de 15 ans, ils vont tout couper ou pour faire du bois de chauffage ou des charpentes, ainsi de suite. Dans la forêt nourricière, justement, il y a une plus-value pour eux, c'est-à-dire qu'ils pourront planter des épices, de la cannelle, ils pourront planter des arbres où ils pourront récupérer les feuilles pour faire des huiles essentielles, planter certains arbres pour mettre des ruches sauvages, planter des tuteurs pour la vanille. Voilà, il faut donner une plus-value pour que le malgache comprenne que ben, aujourd'hui, son patrimoine, il faut qu'il le respecte. Et si justement il y a une plus-value, une valeur ajoutée qui vient de la forêt nourricière, eh ben là, ça serait fantastique avec les fruitiers, avec les litchis, la mangue, les bananes, tout ce qui va derrière. Et ça, c'est notre gros défi parce que si les mentalités changent, eh ben, on sait que ça va se passer. Et puis là-dessus vient aussi tout ce qui va se greffer sur la forêt, bien sûr, tous les sols, l'enrichissement des sols, la faune endémique à Madagascar. Il faut savoir que Madagascar, c'est l'un des derniers sanctuaires où il y a une faune et une flore endémique hors norme dans le monde entier. Il y a le Mozambique, Madagascar. Après, à Nice, on trouve la petite grenouille endémique du pays niçois, mais à Madagascar, il y en a une multitude. Donc voilà, c'est un grand combat et le vecteur de tout ça, c'est notre sport, notre ballon ovale, qui est le rugby et qui est un passeport pour entrer justement à une jeunesse qui est en difficulté et leur dire, bah, écoutez, il y a encore des belles choses ensemble à faire et on leur donne Ouais. les outils de travail. Et sur la capitale, on a salarié 11 éducateurs sportifs qui encadrent nos gamins. On a fait venir Santoni, qui était le capitaine des maquis d'équipe nationale, qui est venu passer son B1 en France. Donc on en est fiers. C'est notre responsable projet rugby qui, dans la foulée, quand on parlait de reconversion, est devenu prof de gym au lycée français. Donc tu vois, c'est un effet boule de neige. Alors c'est vrai que c'est du travail de longue haleine. Hein. On est depuis 2006, mais ça commence à germer, ça commence à changer les mentalités. On trouve du petit partenariat aussi malgache. Donc ça veut dire qu'ils comprennent notre projet, ils savent où on veut aller. On a compris qu'on tire tout le monde vers le haut, quoi. Voilà les grandes lignes de notre projet, quoi. C'est incroyable, mais en même temps, j'entends du beaucoup d'expérience là-dedans. Ça fait plus de 15 ans que Pachamama existe. Mais en fait, c'était quoi la germe de l'idée, en fait? Pourquoi Madagascar et qu'est-ce qui t'a appelé là-bas? Bon, moi, je suis toujours bourlingué en Afrique. Je travaillais avec ONG sur le Botswana et sur la Namibie, sur des projets de barrières sanitaires et sur des défenses de techniques qui étaient les Bushman et les Zimba. Donc, je suis très passionné par ça et passionné par les enfants. Et je suis allé me balader il y a une quinzaine d'années sur Madagascar avec un copain
de rugby qui s'appelle Patrick Clavelier aussi, qui est aussi passionné, qui est agronome. Donc, on était très complémentaires. Moi, étant passionné des enfants, 70% de la population malgache a moins de 17 ans. Ah, il y a déjà quelque chose à faire. Le premier jour, on est arrivé de nuit, on est allé à l'hôtel, on est arrivé à 5 heures du matin à l'hôtel. Il y avait des gamins qui faisaient du touch rugby dans la rue. Donc, on a arrêté le taxi pour dire explique-nous ton histoire parce qu'on ne comprend pas trop le truc. Il me dit Jeff, le sport à Madagascar, c'est le rugby. Alors là, on s'est dit ah, là, vraiment, je pense qu'on a mis le pied où on avait quelque chose à faire. On va dire que c'est notre ADN, c'est viscéral. Et on s'est baladé pendant 1 an sur l'île pour essayer de comprendre un petit peu la problématique des gamins. Et quand on a compris, ben, on a essayé de structurer ça. Et depuis 2006, on avance tout doucement, mais bon, on a mis les fondations en place et on essaye de grandir parce que notre objectif, c'est de toucher beaucoup, beaucoup plus de gamins. On a ce projet en brousse où on a notre centre de métier de la terre où là, on peut toucher peut-être, enfin pas peut-être, malheureusement, entre 20 et 25 000 gamins tout de suite, dès le lendemain. Donc, on est en train de structurer pour s'en donner les moyens, parce qu'il faut aussi se donner les moyens et pas hypothéquer le projet qui fonctionne bien sur la capitale, parce que Jeff Tordo aurait les yeux plus gros que le ventre et laisser tomber les gamins en haut. Donc, ça, on ne sait pas faire. Donc, on structure tout doucement. C'est pour ça qu'on essaye de mettre le monde du rugby et qu'il devienne acteur. Il faut savoir qu'en 2007, sur la Coupe du Monde en France, Pachamama avait travaillé avec notre ami Lapassé, malheureusement qui n'est plus là. Et il y avait le ministre Borloo qui était à l'époque ministre de l'Environnement. J'avais dit au président, parce qu'il savait que j'étais sensible, j'ai dit président, il faut qu'on soit un peu les précurseurs. Et si notre association sportive, qui est le rugby, et l'association sont en 1901 comme Pachamama, on avait lancé notre premier bilan carbone de la Coupe du Monde en France. Et M. Borloo avait fait voter un décret que toute manifestation au-dessus de X milliers de personnes, on était obligé de faire un bilan carbone. Alors, ça ne veut pas dire que tu fais un bilan carbone neutre, mais que tu te penchais sur les problématiques. Et nous, en 2007, on avait travaillé sur des encres naturelles, on parlait de bus, on avait mis des photovoltaïques et des chauffe-eau solaires à Marcoussis. On était passé un peu pour des 68 heures arriérés, entre guillemets. Mais comme quoi, en 2023, on parle de tout ce qu'on est en train de parler. Alors, on n'est pas des donneurs de leçons, mais parce qu'on avait une sensibilité qui est aussi un peu, je pense, due à notre sport, les valeurs de notre sport. Et moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que le monde du sport, mon rugby, ça soit le plus bel ambassadeur de la planète, parce qu'il y a une urgence. Donc voilà, donc cette année, on a monté ce projet Talonneur de cœur dans la continuité de 2007. Dire voilà, aujourd'hui, en 2007, on était un petit donneur d'alerte, modestement. Aujourd'hui, il faut que le monde du rugby devienne acteur au quotidien avec comment dire, son sport par rapport aux valeurs. On parle de l'école de la vie, eh ben, c'est maintenant qu'il faut le dire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toi et moi, on fait entre 10 et 12 tonnes de bilan carbone par an. En 2050, la nouvelle génération de gamins, mes petits-enfants, il faudra qu'ils fassent plus que 3 tonnes de bilan carbone. Donc, c'est-à-dire, si on ne leur met pas un outil de travail à disposition à l'heure où on parle, ben, ils ne s'en sortiront pas. Donc, nous, du jour au lendemain, on dit du bilan carbone, il faut arrêter de voyager, tout ça. On essaie de trouver des alternatives pour y arriver, mais autant anticiper les choses et pas aller contre le mur, où on a tendance à aller contre le mur. Et aujourd'hui, si l'humain, et je veux dire, le français ne reprend pas un peu son destin en main et en devient acteur au quotidien, ben, je pense qu'on va avoir des années très, très compliquées, des années noires même. La première chose, bien sûr, c'est l'éducation et de se rendre compte de la situation où on est et qu'est-ce que nous on fait aujourd'hui et qu'est-ce qu'on pourrait faire demain pour améliorer la situation. C'est intéressant parce que tu parlais au tout au début de la discussion par rapport à tes premières arrivées en Afrique et aussi à Madagascar, mais j'imagine pour les enfants de te voir parce que toi, tu as cheveux blancs bouclés et ça devrait être assez marrant pour eux aussi de voir un gars comme toi, non? Ouais, mais tu sais, moi, quand je vais là-bas, comme Tourbiman, on a la modestie. Moi, je m'assois, il m'appelle Jeff. Il s'assoit sur mes genoux. Pendant un moment, on discute. Il me tresse les cheveux, me met des perles dans les cheveux et on refait le monde ensemble. Ils ne savent même pas que je suis capitaine d'équipe de France, que je joue en équipe de France. Ils sont là, ils se disent tiens, Pachamama, on y prend du plaisir, on retrouve goût à la vie. Et moi, quand je les vois, quand je rentre en France, je ne suis pas le même. Depuis 2006, déjà, je ne suis plus le même. Et ça me permet aussi de relativiser quand j'ai ma télé, tout ce que je vois ce qui se passe dans le monde. Bon, tu prends du recul. Donc, voilà. Mais les enfants à Madagascar, ce qu'ils ont besoin, c'est si tu viens avec moi à Madagascar, ils vont venir avec toi, ils ont besoin de s'évader. Ils ont besoin de sortir leur quotidien. Il faut savoir qu'un gamin malgache, quand il sort de sa hutte, de sa case, où il va à l'école, il a la chance, où il part à droite et à 7, 8, 10 ans, il est dans les rizières. Il sait ni lire, il sait ni écrire. Quand il a un bol de riz dans la journée, c'est qu'il a fait un grand repas.
Nous, on essaye que le mercredi et le samedi, ils aient un repas équilibré avec du zébu, du poisson séché. On a des contrats avec des boîtes qui nous donnent des yaourts. On leur parle d'hygiène, on leur parle d'éducation. On parle de période d'été, de juillet-août, comme c'est les vacances. On essaye de se faire d'autres activités avec d'autres associations qui travaillent sur le cirque, qui travaillent sur le théâtre. Tu peux faire passer des messages, par exemple avec le théâtre, sur la violence, sur la sexualité, sur beaucoup de choses. Donc voilà. Et moi, mon rêve, mais bon, comme tout rugbyman, je suis un doux rêveur, mais que notre sport, entre autres le rugby, ça soit l'ambassadeur de tout ça, quoi. C'est ce que j'essaye de transmettre depuis 2006. Alors j'ai des bons retours, mais ça suffit plus parce qu'aujourd'hui, il y a une urgence qui est la planète. Moi, quand je vois les joueurs qui rentrent sur le terrain avec leur gamin dans le bras, ça me touche. Mais j'ai envie de leur dire, les gars, oh les gars, c'est bien beau ça, mais il va falloir faire autre chose, parce que ça ne suffira plus. Parce que peut-être on ne pourra même plus aller un jour sur le terrain, parce que l'air sera plus bon à respirer, ou il n'y aura plus rien, je ne sais pas. Je ne veux pas faire le garçon pessimiste. Je pense qu'il y a des solutions. Ben, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, je te prends un exemple. Aujourd'hui, je travaille avec des classes, je leur propose des équations. Alors, j'ai dit une équation, c'est quoi? J'ai dit, ben, alors, moi, je suis branché environnement. Regarde, en moyenne, un Français mange trois fois de viande par jour. Je dis aux enfants, imaginez-vous que la planète se met à manger qu'une fois et demie de viande 3 fois par semaine, pardon, et une fois par semaine, donc et demi. On réduit par moitié la consommation de viande. Déjà, on sera meilleur en santé, ça c'est une chose. Des fois, peut-être, pas des fois, on coupera moins la moitié de l'Amazonie pour faire du bétail intensif. 90% du céréal vient pour le bétail, alors que encore on brûle des terres pour faire du bétail et encore des céréales qui sont potentiellement pourries par les insecticides comme ça. Donc ça nous fait aussi un avantage sur la santé. Donc voilà, si on a une prise de conscience, et moi je mange qu'une fois et demie de viande par semaine, ben, ça n'a pas changé mon comportement, je mange différemment. Donc je pense que c'est dans les comportements, je veux dire, sur un simple détail à l'échelle mondiale, nous, le bon citoyen français, brésilien, le pays du Maghreb, on peut changer beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mm. Et c'est là que moi je pense aux enfants, il faut les tirer vers le haut et leur donner plusieurs lignes de conduite. Et ceux qui veulent adhérer aux idées à Jeff Tordo, ben, je suis un père de famille heureux. Et ceux qui ne veulent pas, ils en sont conscients. Et s'ils adhèrent à tes valeurs ou à d'autres valeurs, moi, ça me va bien. Mais aujourd'hui, on a une société qui formate nos gamins en faisant des projets comment ça s'appelle, pour les gamins, la société, leur faire comprendre que le standard du bonheur, c'est la consommation. Donc, on est rentré dans la consommation à outrance. Et aujourd'hui, on ne rend pas service à nos gamins parce qu'on leur met des œillères, ils vont droit dans le mur. Et le problème, c'est que c'est nous qui les emmenons aussi droit dans le mur. Donc, moi, ça me dérange un peu. Moi, je veux que mon gamin, s'il a le libre choix et qu'il s'identifie à tes valeurs, à tes idées, moi, je suis un père heureux. Mais aujourd'hui, si nos enfants, ils n'ont pas le dernier iPhone, une paire de chaussures de sport de marque, on les regarde comme des tarés. Je pense qu'aujourd'hui, les enfants, ils ont des belles choses encore à vivre, des belles choses à revendiquer et à les défendre. Eh ben voilà, je pense que le rugby, on parle de l'école de la vie, eh ben c'est maintenant qu'il faut le montrer. Parce que moi, je vois beaucoup de choses, ça me fait rire, l'école de la vie, tout ça. On est en train de se faire dévorer par le professionnalisme. OK, pas de problème, on parle d'argent, et il n'y a pas que l'argent. Une fois qu'on a parlé d'argent, il faut revenir les pieds sur terre et dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, parce que tout sportif, tout joueur, toutes les écoles de rugby, aujourd'hui, on leur fait croire qu'ils vont être tous des Antoine Dupont. Antoine Dupont, c'est un extraterrestre, il y en a un toutes les générations. Le sport de haut niveau, moi, je fais partie du privilégié. Mais à l'heure où je te parle, j'ai plein de copains qui ont fait du sport avec moi en junior, puis ils ont arrêté parce qu'ils ont suivi des études où ils ont joué dans un rugby inférieur en honneur. Mais à l'heure où je te parle, ils sont tous chefs d'entreprise, où ils ont tous des postes à haute responsabilité. Et là, je dis merci, monsieur Rugby, quoi. Monsieur Rugby, c'est pas qu'une promotion sociale et avoir un salaire. C'est tous les 90% que je viens de te citer. C'est cela qui m'intéresse. Et moi, c'est cela avec qui je veux travailler. Et après, il y a des privilégiés comme moi qui ont la chance de jouer en équipe de France, d'être capitaine d'équipe de France. Mais ce n'est pas une fin en soi. Et aujourd'hui, il faut qu'on explique aux gamins que le sport de niveau, ce n'est pas une fin en soi. Il y a d'autres choses en parallèle, des belles choses. Tu peux être un bon père de famille, tu peux avoir, comment dire, être un bon chef d'entreprise et pouvoir profiter de la vie pleinement. Et aujourd'hui, les enfants, il faut vraiment les tirer vers le haut et leur donner des solutions. Après, ils prendront celles qu'ils veulent. Je veux pas, j'impose rien à personne, mais il ne faudra pas que moi, mes petits-enfants en 2050, ils viendront me taper à la main, me dire, papy, tu m'as pas dit que je ne pouvais pas faire ça, tu m'as pas dit que je dois faire ça. Tu m'as dit, voilà. On nous a dit pendant des années, on peut consommer et boire à outrance. La planète, il y a, mais il ne faut pas oublier que on a mis 200 millions d'années pour être 1 milliard sur la planète. Donc là, elle est capable d'assumer. Et en 2 millions d'années, on est passé d'1 milliard à 200 millions d'années à 7 milliards.
Donc, tu comprends que la planète, au moment où on dit, Jeff, je vous adore, mais je ne peux plus. Donc, essayez de consommer différemment et vous allez voir qu'on va trouver des solutions. Et aujourd'hui, on est au quotidien en train de faire la guerre à la planète. Et si on gagne cette guerre, on aura tout perdu. Donc, il faut qu'on en prenne conscience et qu'on ne lève pas les yeux au ciel, on dit, oh là là, je ne comprends pas ce qui nous arrive. On a assez de scientifiques, parce que Jeff Tordo parle d'écologie, je peux faire rigoler beaucoup de monde, mais quand on regarde les rapports des scientifiques, quand tu as le rapport du GIEC, c'est des mecs qui travaillent depuis 100 ans sur les problèmes de l'eau, de l'air, de la mer, des océans, du réchauffement climatique. Donc je pense qu'il faut quand même qu'on regarde un peu et qu'on essaye de s'imprégner et de tirer un peu tout ça vers le haut. Mais si tout le monde ne s'investit pas à cette mission, parce que là c'est un match de survie, hein, c'est pas un match tu gagnes et tu vas boire comme au rugby l'apéro avec les copains. Hein. C'est que là, si on perd, ça va être compliqué, quoi. Ce que je trouve vraiment inspirant dans ton histoire, c'est qu'en fait, on voit depuis le début cette une idée, bah tiens, je vais mettre des ballons de rugby dans les mains des enfants pour faire, on va dire, une façon d'éduquer et d'aller vers l'avant. Et après, ça prend l'ampleur qui est, bah en fait, il y a un effet sur la France. En fait, ça revient sur la France où nous aussi, on a fait dans l'éducation de nos jeunes et du public par rapport à l'importance au niveau environnemental. C'est un sujet par rapport à la talent de corps. Il y a une super photo de toi avec Ibanez, Servat, Marchand et Movaka. J'adore beaucoup vraiment cette histoire parce que en fait, moi, j'avais une enfance un peu différente. Mes parents étaient un peu hippies dans les années 70 et 80. J'habitais sur un bout de terrain sans électricité en Floride. On a planté, moi je me souviens, j'ai planté les plantes tout autour de notre terrain. On avait environ 2 hectares de forêt et j'ai planté des sapins. Et donc je suis très sensible à cette idée de planter une arbre. En fait, je sais ce que ça veut dire. Tu baisses, tu mets le sapling, ça s'appelle pine sapling. Ouais. Et c'est une image qui est super intéressante. Donc j'adore cette idée. Je pense que pour nos chers écouteurs, donc il y a beaucoup ici qui m'émue. Il y a les côtés humains, il y a les côtés enfants, il y a les côtés éducation, il y a le côté environnemental aussi. Où est-ce qu'il peut trouver plus d'informations et comment est-ce que les gens, nos écouteurs, ils peuvent aider? Bah, ils vont sur le site, ils tapent Pachamama, Jeff Tordo. Pachamama, il ne faut pas oublier, ça fait un peu quechua. C'est quechua d'ailleurs, ça veut dire terre-mère, terre nourricière. Mm. On a choisi ce nom-là parce que Madagascar, 85% de la population est agriculteur. Donc c'est pour ça qu'on est allé là-dedans. Donc ceux qui ont la bonne volonté, de la foi, de l'envie de participer, tout le monde est bienvenu. Aujourd'hui, ce projet, c'est pas le projet à Jeff Tordo, c'est le projet, tu sais, nous on a un vestiaire. Dans le vestiaire, moi j'ai des agronomes, j'ai des sportifs de haut niveau, j'ai des avocats, il y a tout bord confondu. Je veux dire, aujourd'hui, c'est un projet où plus on met de la richesse autour d'un projet et des compétences, et plus on tendra vers, on le souhaite, vers une réussite, parce qu'il faut les compétences de chacun, quoi. Et c'est ça qui est fort. Et l'union, pour moi, elle fait la force. Et aujourd'hui, notre sport, voilà, il est universel. On a vu la Coupe du Monde qu'on a eue en France, ça a été un élan fantastique à tous les domaines. Mais maintenant, cet élan fantastique, il faut le mettre, c'est même pas au service de la planète, hein, c'est au service de nos gamins. Parce que la planète, à un moment, à force de la chatouiller, malheureusement, elle va être obligée de réguler. Parce qu'elle va me dire, Jeff, je vous adore, mais à un moment, je ne peux plus. Je vous dis au quotidien qu'à l'heure où je te parle, on a déjà puisé dans les océans 40% d'avance sur le quota qu'on avait. À un moment, elle ne pourra plus. Elle ne pourra plus. Donc, on va le payer cher. Et après, on va encore investir des milliards et des milliards pour trouver des solutions. Autant les investir maintenant que dans 50 ans, en 2050, par exemple, où il y a des petits-enfants, eh ben, eux, ils vont récolter, on va dire, l'argent à la banque qu'on aura mis maintenant. Et c'est là où le match, il faut le jouer. Et le match, on le commence maintenant, mais on le gagnera en 2050. Donc, il faut qu'on y aille, il faut qu'on en soit conscient. Il ne faut pas dire, oh, c'est qu'un problème climatique. Bah, je veux bien, mais ça devient compliqué. Quand tu allumes la télé, tu vois que dans le monde entier, il y a tout qui est déréglé. Tout qui est déréglé. Et les fautifs, c'est nous. Mais on ne nous l'a jamais expliqué. Moi, le premier, je me considère comme un fautif parce qu'on m'a jamais dit, Jeff, tu peux pas faire ça. Du jour au lendemain, on me dit, il faut retourner à la Jusilex. C'est pas possible. On le sait très bien. J'essaie de trouver des solutions pour améliorer mon bilan carbone, mais surtout, il faut anticiper pour les nouvelles générations de gamins qui, eux, on leur donne vraiment l'outil de travail qui va leur permettre de pouvoir tous se regarder dans les yeux. Que moi, je veux pas, comme je disais tout à l'heure, mon petit gamin, mon petit-fils me dit, papy, tu m'as pas dit ça.
Et là, pour moi, ça serait un échec. Ce serait un échec. Bah écoute, moi j'adore parler avec des gens inspirés et ton histoire est inspirante. J'invite tout le monde à aller à Pachamama et aussi de chercher talonneur de corps. Et Jeff, vraiment, merci beaucoup d'être passé à Pacte Pot. Eh ben, à très vite en tout cas. Et bon match à toi aussi. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast sur votre plateforme de choix pour ne pas rater les autres. On a 7 en total. Et partagez avec vos proches sur les différents réseaux sociaux. L'envoyez à votre tante, votre oncle, à vos parents, les enfants, le cousin, les collègues, votre chauffagiste, bon, bref, tout le monde. En tout cas, l'équipe de Pacte Pot vous souhaite un très joyeux Noël et une belle année 2024. Merry Christmas everyone. Ciao ciao.